Je vais vous oxyre, Maro. Qu'en est-il? Mon épée est plus forte que votre cheval. Regardez, ils sont tout rouges. Je vais te mettre un doigt dans l'œil, mécréant. Non. Oh, ça a l'air hyper pointu votre truc, non? Et donc lui, il arrive, donc là, je peux lancer une attaque. Alors attention, parce que si tu attaques sur le flanc, je vais pouvoir contrer avec une attaque combo. Ouais, ok, mais là j'ai une carte tactique à jouer avant de lancer les dés. Ok, ouais. Ouais, non, mais c'est franchement, c'est hyper pointu comme jeu, c'est très tactique. Ouais. Je sais pas si ça va te plaire, je suis pas sûr. Ouais, je pense pas non plus. Mais je revis. Surprise. Moi aussi, je peux mettre des doigts dans les yeux. C'est pas derrière. Tâchez de bêche. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello Alex. Et oui, vous l'avez vu, on est encore à fond dans le trône de fer et j'espère que vous aussi parce que du coup l'offre trône de fer ne tient plus jusqu'à que demain en fait, donc jusqu'au 18 juin. Donc précipitez-vous, allez-y sûrement, mais dépêchez-vous parce que du coup il y aura peut-être presque plus rien. C'est une offre qui vaut vraiment le coup, donc si vous voulez vous lancer en trône de fer, augmenter votre nombre d'armées, allez-y, c'est maintenant. Ou du moins jusqu'à demain. On a une autre aussi petite news, c'est que on vous remercie énormément pour les 5000 abonnés. Ça y est, on a atteint, c'est trop cool. On a dépassé les 5000 abonnés, c'est oufissime. On voudrait absolument vous remercier plus que maintenant. On va essayer de vous préparer des choses, peut-être, comme on avait dit avec Antoine, peut-être des sketchs d'une heure et demie, ce serait cool, mais on pourra pas le faire. Mais un truc vraiment pour vous remercier parce que vous le méritez. Donc ça déjà un grand merci à vous pour les 5000 abonnés. Et ensuite à la fin de cette vidéo, vous aurez une présentation en avant-première d'un jeu qui s'appelle Perfect Shot, distribué par Asmodée, mais édité chez Matago. On va enchaîner tout de suite avec les nouveautés. La première nouveauté, ça va être une extension. Et oui, on commence avec une petite boîte, l'extension, la combienième? La 10e? Non, la 11e? Non, la 12e? Oh bien sûr que non, la 13e boîte de Smash Up, l'extension ici, où du coup vous allez rajouter maintenant le choc des cultures, donc deux nouvelles factions. Smash Up, si vous ne connaissez pas, le but du jeu, contrôler des bases, vous le faites à travers deux factions que vous prenez aléatoirement ou comme vous voulez dans la partie. Vous prenez deux paquets, vous les associez, ça vous fait un deck de cartes. À vous ensuite de bien jouer vos cartes en sort et en créature pour contrôler des zones. C'est hyper bien Smash Up si vous ne connaissez pas en jeu de combo de cartes, c'est très malin. Là ça va rajouter plein de subtilités mais que je vous laisserai découvrir évidemment en achetant cette extension. On va rester dans le jeu de cartes à pas collectionner, mais dans les jeux de cartes évolutifs, dans le JCE, puisqu'on a reçu plein de nouveautés en JCE, notamment donc dans l'univers de Horror Arkham, on a reçu cette magnifique petite boîte, l'héritage de Dunwich, donc c'est dans la réédition de Horror Arkham, et pour le Seigneur des Anneaux, on a reçu ceci. Alors je fais les deux un petit peu ensemble, pourquoi? Pour faire un petit récap sur le JCE. Donc vous avez toujours une boîte de base et ensuite vous avez plein de petites boîtes, maintenant des sortes de moitiés de boîtes, des grosses boîtes. Et en fait souvent ce que vous avez, ça va être des grosses boîtes de campagne ou des grosses boîtes de héros, de personnages, notamment dans Horror Arkham, c'est des investigateurs. Et en fait ce qui regroupe dedans, là par exemple dans la campagne, c'est que du scénario. Si après vous voulez du matériel supplémentaire pour optimiser vos decks de joueurs, il faut du coup acheter des extensions d'investigateurs pour Horror Arkham ou comme ici le Réveil d'Angmar, donc extension de héros. Donc dedans, on n'a que des cartes qui permettent justement d'agrémenter votre jeu en tant que joueur, donc dans vos paquets de héros. Dans les cadres de campagne, en fait, dans les extensions de campagne, on n'a que du module pour justement augmenter les différentes missions, les différents niveaux dans votre jeu. Donc voilà, c'est juste un petit récap, notamment pour les nouveautés, mais aussi de comment fonctionnent les JCE en ce moment. Là, on a fait pas mal le tour des nouveautés en jeu de cartes. Je crois que je vais laisser la place à Alice. Complice, jeu à deux de Old Chap Games, vous savez ceux qui ont fait Fiesta de los Muertos entre autres, mais très très bon jeu. Oui, j'ai enlevé parce que je vois vraiment tout en rouge et au bout d'un moment c'est très perturbant, ça va peut-être jouer sur mes nerfs, donc je préfère enlever ces magnifiques lunettes pour l'instant. Donc Complice, un jeu d'ambiance à deux, et oui vous l'avez bien entendu cher ami, un jeu d'ambiance à deux qui est super rigolol. Voilà, c'est dit, c'est un miracle. Merci à vous, Jules Messot, Antonin Bocara, Arthur Anguilla.
Merci à vous. Et illustration très drôle de Pauline Berdal. C'est à partir de 10 ans et pour 20 minutes de jeu. Donc dans Complice, vous allez jouer eh bien, 2 cambrioleurs plus ou moins doués. On verra ça au fur et à mesure de la partie. Où votre but va être de récupérer des petites pièces dans différents lieux. Voilà, vous en aurez normalement chaque lieu à 4 cartes. Vous voyez ici, j'ai le 1 du manoir, le 2 du manoir, le 3 du manoir, le 4 du manoir, et il y a ça pour 4 mondes. Yes, 4 mondes. Donc il y a pas mal de rejouabilité déjà, avant de réussir à faire le tour, et en plus vous aurez aussi 2 niveaux de difficulté. Voilà, je vous expliquerai en quoi c'est différent, mais dites-vous qu'en plus vous pouvez refaire tous les mondes encore plus durs. Donc, Complice. Alors, on va se munir chacun de notre paire de lunettes. Est-ce que, Antoine, quand je te mets comme ça, tu vois bleu? Oui, ça marche un petit peu. C'est drôle. En gros, vous voyez vraiment, celui-là voit en bleu et celui-là voit en rouge. Magnifique. Le joueur qui a les lunettes bleues, il me semble, j'ai un doute maintenant, ça va être la personne qui aura ce stylo. Ce stylo-là, ça va être le chemin qu'on va emprunter dans, eh bien ici, on va prendre le manoir premier du nom, c'est le niveau le plus simple. Et voyez-vous, on va commencer ici avec les petites... non, on va commencer ici, voilà, parce que c'est la fenêtre, hein, on est dans des cambrioleurs, on rentre par la fenêtre et il faudra qu'on fasse le chemin en évitant les lasers qu'on entreaperçoit ici pour récupérer le plus de pièces, voir le trésor et sortir par la porte d'entrée. Voilà. Voilà, on ressort pas par le même chemin, sauf que évidemment ça va être dans un temps compté, hein, on n'a pas toute la soirée, toute la nuit pour faire son larcin tranquillement, donc on va avoir 30 secondes de discussion pour se dire ok, ce serait bien qu'on passe par là d'abord, ouais mais non, voilà, au bout de 30 secondes, hop, on ferme nos bouches et on met les lunettes, parce qu'on n'a pas le droit de discuter avec les lunettes, sinon c'est trop facile, et après on lance ce sablier de, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, 2 minutes. 2 minutes, et là, le joueur qui a les lunettes bleues va poser son stylo ici, et il n'aura plus le droit de le relever. Et donc là, il va se balader, hop, dans la map pour essayer de récupérer les petites pièces. Est-ce que là, tu vois à travers ça? On le voit super bien. Ah, trop bien. Vous voyez que là, normalement, vous voyez que les rouges, je crois, non? Alors là, actuellement, on voit les bleus et les rouges, et lorsque je mets le filtre, eh bien on voit plus que les rouges effectivement. Voilà, et donc du coup vous avez plus qu'une moitié d'infos, et moi j'ai les lunettes rouges et donc je vois les bleus. Et donc moi je vais vous guider, je vais guider le joueur bleu en disant non mais va pas tout droit là, parce que moi je sais qu'il y a des lasers et il faut pas les traverser sinon vous perdez des pièces. Donc du coup on n'aura que la moitié des infos chacun, et donc on va essayer de communiquer sous la pression du temps, parce que eh bien si on n'arrive pas à sortir avant la fin du temps, on va perdre aussi des pièces. Alors on n'est pas mort, hein, on n'a pas perdu, mais comme on doit soudoyer le gardien pour pouvoir passer, on va perdre 3 pièces il me semble. Et on va perdre des pièces à chaque fois qu'on se prend un mur, hein, même si on l'effleure, on a pris le mur, quand on se prend évidemment un petit laser, mais après on peut essayer quand même, on a toujours le droit forcément de revenir sur nos pas, il n'y a pas de souci, c'est quand même pas le Snake, et vous allez faire des choix des fois en disant bah il n'y a plus le temps, viens sors, on prend pas le trésor, c'est pas grave, et ensuite on va comptabiliser les pièces qu'on a gagnées, et on enlève aussi celles qu'on a perdues, et on va avancer comme ça c'est notre planque où on a mis nos pièces. Et on a le droit aussi de récupérer des petits trésors. Si on a réussi à rejoindre ce trésor là par exemple, hop, j'ai réussi, eh bien on va prendre la première carte et avant de la révéler, on va faire le choix. Soit on décide de prendre 3 pièces, soit on décide de prendre le pouvoir qui est de l'autre côté. Sauf que on ne sait pas le pouvoir tant qu'on n'a pas tranché. Voilà, on peut pas regarder le pouvoir et dire ah non finalement c'est pas bien, on va prendre les 3 pièces. C'est soit l'un soit l'autre. Donc des petits pouvoirs qui permettent d'éviter les lasers si vous l'êtes pris une fois, c'est pas grave, enfin voilà, des choses comme ça. On va avancer, on va changer de pièce, on va avancer dans le monde, on va prendre le manoir numéro 2 qui sera plus long et plus dur, etc. etc. Le but c'est que à la fin du coup du monde, donc par exemple de 4 manches de manoir, on ait atteint le plus haut score possible, donc en ayant rempli tout ça. Voilà, sauf que là vous voyez il y a des lunes rouges, et bien à un moment si on coche et que en fin de partie, enfin en fin de manche et qu'on est dans du rouge, on va piocher une carte policier. Les policiers ils sont à l'affût, et les policiers eh ben, ils vont nous faire des malus pour cette manche là. À chaque fois qu'on repasse par nos pas, on va perdre des pièces. Et là c'est plus dur.
Voilà, il y en a même où à un moment, le joueur qui guide, il a plus le droit de parler. Donc, du coup, non, c'est pas le qui est guidé, voilà, le personnage actif. Parce que l'un ou l'autre, dans tous les cas, c'est très chaud. Voilà. Donc voilà. Et après, ce qui est très cool, c'est que vous avez plein de monde avec à chaque fois sa mécanique. Donc le manoir est simple, c'est vraiment la base. Après, vous allez avoir normalement le musée ici. Vous allez devoir récupérer des artefacts dans un certain ordre. Donc on va sortir les cartes. Le joueur qui guide sort une carte. Il dit ok, là il faut aller chercher le fossile. Alors il est là. Ok, une fois qu'on l'a réussi à l'avoir, maintenant il faut choper le scarabée. Et en gros, à la fin, si on a réussi à tout choper, on gagne des pièces en plus. Ça, c'est le musée. Et ensuite, on a aussi le casino qui est en... j'ai mélangé un peu. Là, voilà. Le casino qui, lui, à chaque fois qu'on touche une machine à sous, eh bien, on a le droit de... le joueur qui guide a le droit de lancer ce dé qui va soit nous donner rien du tout, soit nous donner des petites pièces, soit carrément nous donner un trésor. Trop génial. C'est génial. Et enfin, moi c'est mon favori, c'est le plus dur évidemment, c'est la station spatiale, ou je sais pas, l'observatoire je dirais. Quand le joueur actif touche un jetpack, il donne le stylo à celui qui d'habitude n'a pas le stylo, qui lui va révéler le premier astéroïde qu'on a mis sur le côté de la table, et il va, hop, il débarque. Et il va essayer d'aller atteindre le trésor et de ressortir. Et s'il arrive à ressortir, il repasse le stylo au joueur actif. Et tout ça dans le temps qui s'écoule toujours. Voilà. Et donc, comme je vous disais, il y a un mode difficile, c'est-à-dire que vous refaites tous ces niveaux, mais avec, vous voyez, les flics qui s'en mêlent un peu tout le temps. Hein, voilà, là on a des flics ici, 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 ici. Donc c'est vachement plus dur parce que vous avez des malus en gros un peu tout le temps dans la partie. Voilà, c'était Complice. Je suis pas mal rentrée dans les détails parce qu'on va dire que c'est une sortie qu'on attendait vraiment beaucoup. Oh oui. Il nous avait énormément marqué à Cannes. Donc voilà, on était très très contents. Donc j'ai bien pris le temps de le présenter parce qu'on a une petite semaine aujourd'hui quoi, de sortie. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur Complice, voir un peu comment ça se joue voilà, entre Alex et moi par exemple, on a une très bonne entente, hein, et je vous conseille d'aller voir notre focus, que peut-être notre monteur Alexandre essaiera de mettre là par là dans la vidéo pendant que je dis allez voir le focus. Par là, Alex. Bon, je te laisse la main, Antoine. Salut YouTube, cette semaine on va parler de pirates avec Captain Wars. C'est un jeu de roll and write, certains vont dire donc de rouler gribouille, n'est-ce pas, dans lequel vous allez devoir devenir le meilleur capitaine pirate de tous les océans. Alors c'est un jeu de Alexandre Aguilar, illustré par Olivier Derueto, et pour 1 à 6 joueurs, il y a un mode solo, il y a des règles spéciales, il y a des règles spéciales pour 2 joueurs également, et sinon des règles communes, va-t-on dire, pour 3 à 6 personnes. Un jeu à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 20 minutes, une demi-heure. Donc comme dans tout bon roll and write, on a une fiche individuelle, celle-ci elle est absolument colossale, ça me rappelle un petit peu les fiches de Paper Dungeon, mais moins chargées parce qu'il n'y aura pas le donjon et tout, ça va être surtout de la collecte de ressources qu'on va ensuite réinvestir dans d'autres emplacements de notre fiche. On va d'abord mettre le nom de son pirate ici, donc mon pirate se nomme Courtebarbe, le Pestoyeux, et le nom de son navire, moi c'est la Passoire, bien renommé. Bon, ça c'est complètement détail, mais moi j'aime bien. Et je vais vous présenter un petit peu les zones. On va voir tout le long ici du plateau les pièces qu'on va entourer pour dire qu'on les possède, qu'on va rayer pour dire qu'on a utilisé, et l'iconographie est très bien faite. Comment est-ce qu'on obtient les pièces? Grâce au dé jaune, c'est indiqué, donc le dé jaune on sait qu'il sert à ça. On va avoir ici la zone de recrutement, on va pouvoir recruter des pirates dans son équipage. Ces pirates, ils vont nous servir pour tout le long de la partie aller attaquer les autres joueurs. Oui, c'est marqué sur la boîte Roll and Write and Attack. C'est un jeu de Roll and Write où on va s'attaquer les uns les autres, c'est en vogue et c'est cool. Et en fin de partie, il y aura aussi une méga baston, donc ça pourra servir d'avoir encore quelques membres de l'équipage sous le coude, sachant que quand on fait des attaques, on les sacrifie. Mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail. On va avoir cette zone ici, on va récolter les ressources, des perles, du bois, des diamants, des barils, des tonneaux avec, il y a quoi dedans? De la grenadine, j'imagine. Oui, sûrement. N'est-ce pas, Alexandre? Bien sûr. Nous allons avoir ici ces 2 pistes pour terminer. Ici, c'est la piste où je vais m'acheter un vrai équipement de capitaine. Au début, je m'appelle Antoine et en tant que capitaine pirate, je suis pas très crédible quand même. Ouais. Donc je vais commencer par m'acheter un perroquet qui va aller sur mon épaule droite. C'est beaucoup mieux. Un joli chapeau avec des plumes, tant qu'à faire. Un crochet, pourquoi pas. Et puis après une espèce de petite guibole de bois. Une jambe de bois, merci beaucoup. Et puis au début j'ai un malheureux, une espèce de malheureux radeau. Puis j'aurai, voilà, c'est vraiment la passoire, elle est là, hein, très, très clairement. On va avoir ici le petit radeau, la petite barque, le bateau, puis alors le gros pavillon. Bref. Une chaloupe. Une chaloupe. Ouais, on a affaire à quelqu'un de très technique, mesdames et messieurs. On voit qu'il a travaillé dans la piraterie. Bref, comment est-ce que ça se joue? C'est très très simple. À chaque tour, il va y avoir un joueur actif qui va tourner évidemment. Cette personne va jeter tous les dés. On va avoir donc les 3 dés
de ressources qui permettent eh bien d'aller entourer des ressources ici, le fameux dé de pièces dont je vous ai parlé, on va avoir le dé noir qui sert à aller recruter de l'équipage, et puis on va avoir le dé rouge qui va servir à progresser sur les pistes. Moi, en tant que joueur actif, je vais choisir un dé que les autres joueurs ne pourront pas choisir. Par exemple, je décide que ce dé qui donne 2 petits diamants, eh bien, vous ne pourrez pas vous en servir. Ça ne veut pas dire que moi je vais m'en servir, mais en tout cas les autres joueurs ne peuvent pas. Puis, chaque joueur, simultanément, va choisir 2 dés parmi ceux disponibles et va aller cocher bien sûr sa feuille. Donc par exemple là, si je choisis moi les 2 diamants, je décide de me les garder pour moi, hop, je vais aller les entourer, et puis admettons je vais prendre 2 pièces, hop là, les pièces je vais me les mettre par ici, clac, clac. J'aurais pu choisir de progresser de 2 sur la piste petit crâne. La piste petit crâne, c'est celle qui est ici. Cette piste là, en fin de partie, on va regarder qui a été le plus loin, et il va y avoir un petit podium qui va vous faire gagner des points. Donc là, cette piste, il va falloir la surveiller vis-à-vis des autres joueurs. Tandis que la piste à droite, qui va se faire avancer grâce à la petite encre, elle, simplement, va vous rapporter des points bruts. Vous voyez qu'ici, j'ai coché ces 2 cases, la prochaine case c'est un 2. Si la partie devait s'arrêter maintenant, cette piste me rapporterait 2 points. Vous voyez également que sur ces pistes, il y a des petits cadenas. Et bien ces petits cadenas, il faudra payer des ressources pour, par exemple, là, hop là, je l'ai fait ici. J'ai payé les ressources ici, donc une perle, un bois, n'importe quelle ressource pour avoir mon coco. Je l'ai mon coco. Ça fera des points et hop, ça a enlevé le cadenas, ce qui fait que j'ai pu continuer. Voilà. Et en plus de ça, quand je vais avancer sur ces pistes, je vais gagner des bonus. Là, de l'or. Là, je vais gagner un membre de l'équipage qui se bat avec des couteaux, etc., etc. Donc, les ressources. Et pour terminer, le dernier dé dont je ne vous ai pas parlé, les membres de l'équipage. On en a 6 de types différents. Alors ça commence par les tout nazes, par exemple ceux qui se battent au point. Alors ils n'ont pas trop compris que sur l'océan se battre au point, c'était pas hyper efficace, sauf en cas de dernier recours. C'est pour ça qu'il y a peu de chances que les joueurs choisissent ce dé-là. On va plutôt choisir d'aller prendre ceux qui se battent à l'épée, ou avec 2 épées, ou au pistolet, ceux qui lancent des bombes, ceux qui ont le canon, parce qu'ils sont de valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement. Et en fait, à la fin de cette phase où tout le monde a choisi 2 dés, eh bien la personne qui est le joueur actif peut choisir d'aller attaquer un autre joueur. Moi, j'ai décidé d'aller attaquer un autre joueur, j'ai marqué son nom de pirate ici, il s'appelle Mac Bernick, peut-être que vous le connaissez. Je vais secrètement rayer des membres de mon équipage qui vont mourir au combat pour ma gloire. Donc là j'ai mis un 1 et puis j'ai mis 2, 3, je les ai rayés. Donc j'ai une valeur totale de 7. Bien sûr je le cache derrière ma petite fiche. Le joueur en face peut choisir de mettre des défenseurs. Il peut choisir de n'en mettre aucun, d'en mettre. On va ensuite comparer nos résultats et on va voir qui a gagné. Quand vous gagnez un affrontement, vous allez pouvoir gagner soit 5 pièces, soit progresser de 2 sur l'une des pistes. Et en fin de partie, attention, on regardera combien vous avez fait d'abordage. Parce que évidemment, vous êtes des pirates. Si vous battez pas du tout, c'est moins 5 points. Si vous battez normalement, c'est bon, on vous embête pas. Par contre, si vous avez fait au moins 3 affrontements, et bien là, vous allez gagner 7 points en fin de partie. Il y a différents moyens de mettre fin à la partie, notamment liés aux pièces, notamment liés aux pistes, etc. Quand on arrive à la fin de la partie, on va faire une ultime bagarre où on va cramer tous les derniers membres de l'équipage qui nous restent et il va y avoir un podium donc, sur qui a eu la plus grosse force de frappe. Voilà donc en gros comment ça joue Captain Wars. Je dis en gros, mais je pense que je vous ai fait quasiment 100% des explications du jeu de base. C'est pour dire si c'est simple et fun avec ce côté où on s'attaque les uns les autres, on va se défendre, on va miser. Il y a dans la boîte également, alors le petit sachet pour mettre les dés, certes, ça fait plaisir, oui. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Il y a ce paquet de cartes qui vous dit une aventure palpitante vous attend. N'ouvrez ce paquet qu'après quelques parties, lorsque vous sentirez l'âme d'un capitaine accompli. Moi je me sens l'âme d'un capitaine accompli, je suis allé regarder ce qu'il y a dedans. J'ai pas forcément le droit de le dire parce que je vais respecter l'auteur qui a voulu que ce soit une surprise pour vous, donc ce sera une surprise pour vous. Mais en gros je vous le dis, il y a de nouvelles cartes, du nouveau matériel, de nouvelles options de jeu qui vont nous amener également à pouvoir ouvrir ces enveloppes, enveloppe numéro 1, enveloppe numéro 2, j'ai pas encore ouvert la 2, j'ai ouvert la 1 comme vous pouvez voir pour aller voir ce qu'il y a dedans, mais une fois de plus, je ne révèle rien. Voilà donc pour Captain Wars, un jeu de roll and write bien fun. Et donc je vais traverser cette immense boutique afin de vous parler de Last Aurora. Last Aurora qui sort donc chez Matago, un jeu à partir de 13 ans, c'est pas un âge qu'on voit souvent, ça m'a marqué, mais voilà, un jeu à partir de 13 ans. Pour 1 à 4 joueurs, oui, il y a un mode solo et il a l'air plutôt bien foutu. Et pour des temps de jeu 2 à 1 heure, alors ça va vraiment dépendre du nombre de joueurs. Oui. Je pense qu'à 4 joueurs, on n'est pas sur du 1 heure, je pense qu'on est sur du 2 heures, 2 heures et demie, suivant si vous avez la fameuse personne qui, autour de la table, prend 25 minutes quand c'est son tour, pendant qu'on est tous un ou une. Dans Last Aurora, nous sommes dans le nord, mais alors pas le grand nord. Et pourtant, il y a la neige partout. Pourquoi? Parce que c'est du post-apocalyptique. Et donc le climat s'est complètement déréglé et effectivement il y a une grosse partie du globe qui est recouvert de glace.
de glace qui est radioactive, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, et qui est saupoudrée de riders, donc des gens pas très sympas, avec des fusils, des épées, et qui veulent vous voler vos ressources. Voilà en gros ce qu'on va pouvoir retrouver sur le plateau de la Aurora. Nous avons chacun un petit convoi à gérer. Dans ce convoi, il y a un pilote et un copilote, un capitaine et un copilote, je sais plus quels sont les noms exactement, donc 2 personnages, ainsi que votre camion, et il faudra bien traverser le plateau pour aller rejoindre le Last Aurora. Donc en fait, l'Aurora c'est un bateau qui va soi-disant vers la civilisation et on va essayer d'embarquer dedans. 2 fins de partie possibles. Soit l'un des joueurs arrive à l'Aurora, parce qu'on va avoir un nombre de tours limité, parce que sinon le bateau il s'en va sans nous. Et donc, eh bien, on va compter les points de prestige. En gros, les points de prestige, c'est des points de victoire. Il va y avoir pas mal d'actions et de cartes, parce que c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les cartes, dans lesquelles vous allez pouvoir perdre, gagner des points de prestige, en gros. Soit, eh bien, vous allez ne pas pouvoir prendre le bateau. Et donc là, on va considérer que tous les joueurs vont essayer de se rendre vers la civilisation par leurs propres moyens, avec leur convoi. Et donc là, on va regarder l'état de leur convoi, en termes matériels. Est-ce qu'il est en bon état ou pas? Parce qu'en fait, s'il est en mauvais état, ça va être très très dur de faire le chemin. Et donc là, dilemme, est-ce que je fonce tout droit dans le jeu pour atteindre le bateau sans retaper mon convoi? Je m'en fiche, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je prenne ce bateau. Mais si je loupe le bateau, mon convoi il sera complètement déglingué, je ferai pas de points en fin de partie. Soit j'arrive à prendre le bateau, alors ça c'est une excellente option, hein. Soit je ménage mon convoi, je le retape tout le long de la partie et puis je m'assure une victoire, sauf si quelqu'un monte dans le bateau. Voilà, vous avez suivi un petit peu les 2 fins. Comment ça va se jouer en gros? Et on va avoir un tableau de cartes en gros devant soi, c'est votre convoi avec comment s'appelle le camion, le tracteur, et puis bien sûr derrière les remorques. Vous allez avoir des membres d'équipage, 2 en début de partie, et ça va se jouer en étapes. Lorsque l'on est sur une étape, c'est en gros de la pose d'ouvrier et vous allez pouvoir décider de fatiguer vos personnages pour aller récupérer des cartes dans un marché. Ces cartes, elles vont avoir un coût et elles sont aussi liées, suivant leur emplacement, à des petits événements. Par exemple, ces cartes, ça peut être des personnages qu'on va aller secourir, qu'on va aller récupérer, qu'on va aller embaucher dans notre convoi. Ça peut être des améliorations pour notre véhicule, plus de blindage ou plus de stockage pour mettre des ressources, ou ça peut être justement les fameuses ressources, la nourriture qui va servir à faire en sorte que vos personnages ne soient plus fatigués et que vous allez pouvoir les réutiliser, ça va être très important, le fuel pour progresser tout simplement, il y a également les munitions. Les munitions on va venir, mais vous allez comprendre que c'est très utile. Voilà, en gros plein de ressources qu'il faudra bien sûr stocker, gérer, et voilà en gros ce qu'on va pouvoir trouver. Quand vous allez donc récupérer une carte, et bien sur le plateau il y aura indiqué ok tu peux y aller mais attention tu vas prendre des radiations. Et les radiations, ça va fatiguer vos personnages, voire même ils vont finir complètement KO. Et donc il y a des dilemmes en fait là-dessus. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais pas plutôt dans un emplacement moins dangereux, mais du coup j'ai peut-être une carte qui m'intéresse moins. Bref, vous allez construire de cette manière-là donc votre convoi en rajoutant des personnages. Bien sûr, il faudra les nourrir. Hein. Donc si on prend plein de personnages qu'on peut pas les nourrir, on va devoir s'en séparer. Ils ont les personnages chacun des petites caractéristiques qui vont pouvoir vous aider à tel ou tel moment du jeu, ou voir des personnages inutiles mais qui vous rapporteront des points. Bref, il y a une grande variété de cartes. Et puis bien sûr donc votre convoi que vous allez améliorer. On va donc se déplacer d'étape en étape, et quand on va se déplacer, il va y avoir des événements, il y aura par exemple des combats, et donc là les combats, en gros, on va tomber sur des gens pas très sympas qui veulent notre peau, la peau de notre convoi du moins, et on va pouvoir tirer dessus en utilisant des munitions. Et quand vous allez tirer dessus, vous allez avoir de la chance de, alors si vous battez les ennemis forcément, de pouvoir dropper de l'équipement. Un peu comme dans les jeux vidéo, on tire sur des monstres, des méchants, et on va récupérer des ressources, de l'équipement, bref des récompenses. Et plus vous allez tirer sur les ennemis, plus vous allez participer au combat en gros, et plus vous avez des chances de récupérer des choses. Donc le petit opportuniste qui vient mettre juste un petit coup de fusil pour terminer l'ennemi, c'est pas forcément intéressant parce que en contrepartie, ceux qui seront occupés de tout, ils auront plus de chances d'avoir des choses intéressantes. Attention, plus de chances. Ça veut dire que des fois être opportuniste, ça va être sympa. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver donc à l'Aurora. Je rentre pas dans les détails puisque c'est un jeu assez riche, il y a énormément de cartes, et sur le plateau il y a bien sûr le chemin principal, mais il y aura des petits raccourcis, oui mais les raccourcis sont dans la neige, donc il va falloir faire en sorte d'améliorer votre convoi pour qu'il passe par la neige, ou il y aura des zones plus radioactives et vous vous dites c'est pas grave, je coupe dans la radioactivité. Bref, vous le sentez, on est sur un jeu plutôt à l'européenne, et pourtant avec un thème très fort qui rappelle un petit peu les Ameritrash. C'est donc Last Aurora, un jeu de Mauro Chabotto par le Skeleton Crew aux illustrations. Et on va continuer ici les présentations avec un jeu ici de Xavier Georges. Donc Xavier Georges qui nous a fait, j'allais dire Maracaibo, mais ça c'est Pifter. J'ai oublié ici, c'est Ginkopolis. Si oui, bien vu, exactement. Et il a travaillé aussi avec d'autres auteurs sur 3. Donc faut dire que là on est sur un jeu
expert, donc c'est Pixie qui nous l'apporte, Pixie Games. Et c'est un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer, notamment grâce à un de nos très bons clients, qui notamment, lui, nous a permis de présenter le jeu actuellement, parce qu'en fait, lui, il l'a kickstarté. Donc tout ce que je vais vous présenter là dans le jeu, c'est une deuxième info du coup, c'est qu'il y a des choses, je vous dirais, qui ne sont pas dans la boîte de base. Ça n'enlève rien à ce qu'apporte le jeu, en fait, parce que c'est vraiment un bon jeu expert. Il a ces petites subtilités que va avoir Terraforming Mars, Expedition RS, et notamment... Race for the Galaxy, par rapport au fait qu'il y a un joueur qui va choisir une action et les autres vont aussi en profiter. Vous verrez, le timing il est très très bon. Je vous laisse apprécier le matériel parce que je le trouve absolument magnifique. Alors comme je disais, au niveau du matériel, ça par exemple, ces petits présentoirs là, c'est du Kickstarter. Donc ça, vous n'en aurez pas. Ces petits billets-là, n'y comptez pas trop non plus. Là, vous avez des jetons que vous aurez en bois. Dans la version Kickstarter, ils sont en métal. Ici, vous avez un jeton notamment de tour qui est en métal, mais vous, il sera sûrement en bois. Ici, pareil, c'est en métal, mais ce sera en bois. Bref. Le reste, normalement, devrait rester. Les petits plateaux ici devraient rester. Oui, ces petites la version boutique est très belle quand même. Hein. Ouais, franchement, il faut le dire. Et c'est pour vous dire, hein, vraiment, le jeu, il est très très bon. Enfin, moi, je pense que c'est un jeu qui devrait avoir une récompense type diamant d'or, type as d'or, parce que c'est fluide, mais c'est tellement fluide. L'iconographie est très parlante. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, ce jeu expert-là, c'est des rouages qui sont imbriqués, mais vous avez au moins 6 ou 7 rouages en même temps. Et c'est compliqué de tout faire. Comment vous le résumez? Donc déjà, au niveau du matos, vous aurez un plateau de base sur lequel les joueurs vont y placer des ouvriers, vont essayer de placer notamment des jetons qui correspondent à des manières de marquer des points. Vous verrez que le timing est très important dans Carnegie. Vous allez avoir du coup différentes pistes qui sont liées à des villes. Vous allez avoir un marché ici de différentes tuiles qui sont notamment des petits bâtiments qui vous servent en fait d'action principale. Vous allez avoir ici un plateau joueur, donc chaque joueur a ça devant lui avec des petites languettes sur la droite. Carnegie, c'est un jeu de placement et surtout de déplacement d'ouvriers. Pour la petite histoire, dans la thématique, Carnegie, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays, donc entre autres l'Amérique, hein, et dans lequel en fait on retrouve notamment 4 secteurs dans lesquels il a fait des donations essentiellement d'argent. Donc on va avoir ici notamment l'éducation, les droits du travail, vous avez ici du coup la santé, et donc c'est vous, votre concept en fait, votre principe de jeu, c'est vraiment d'aller miser sur ces zones-là, ces secteurs-là, qui vont vous permettre de marquer des points dans différentes manières. Ça peut être sur la map, ça peut être sur des développements de votre entreprise. Ça a vraiment un lien avec la gestion d'entreprise, c'est vraiment excellent. Comment vous l'expliquer? Le tour de jeu, il est méga simple. Vous avez ici un ordre de tour qui est déjà défini par des petites tuiles. Donc des tuiles, elles sont recto-verso et vous en avez le double. Donc là, vous en avez 8 recto-verso. Donc ça vous donne 16 possibilités, 16, pas configurations différentes, mais des manières multiples de configurer la partie. Ici, vous avez 4 jetons qui sont en fait les 4 actions principales qui vont avancer au fur et à mesure de la partie. Et lorsque les 4 sont arrivés au bout, c'est la fin de la partie. Donc en soi, il y a très peu de tours, il y en a une vingtaine en fait, parce qu'il y a 5 emplacements par zone. Donc en tout, il y aura une vingtaine de tours. Et le tour se résume à « je suis premier joueur, je choisis quelle colonne je souhaite activer, donc en gros, quelle action je souhaite activer, je pose ce jeton-là devant l'action que je souhaite réaliser, et tous les joueurs, en commençant par le premier joueur, vont réaliser cette action. Cette action-là, elle se réfère à votre plateau joueur, parce que vous voyez que votre plateau, il commence avec des emplacements qui sont les mêmes pour tous les joueurs, avec ici des petites icônes qui correspondent justement, vous voyez les icônes aux actions. Donc en fait, j'active l'action du dessus, j'indique pour tous les joueurs quels bâtiments vont s'activer. Dans vos bâtiments ici, plateau joueur, vous avez des emplacements pour vos ouvriers. Certains emplacements vont vous coûter de l'argent, d'autres sont gratuits, hein, c'est des gens qui sont là et puis qui bossent gratuitement, quoi, c'est toujours très cool. Et ici, vous avez une iconographie dans laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grossièrement, vous allez utiliser vos petits meeples ici pour récupérer de l'argent. Donc, vous commencez avec 12 en début de partie, donc c'est ceci, des petits billets, et ou, du coup, des ressources. Une fois que j'ai activé l'action, bah, du coup, le joueur va faire du coup aussi son action ici, etc. Donc tous les joueurs vont jouer. Une fois qu'on a fait ça, ce petit marqueur va avancer de 1. Ça, je vais le donner au joueur suivant. Le joueur suivant devient le premier joueur, il va sélectionner une action, et ainsi de suite. Petite subtilité, donc là je vous fais vraiment tout le détail d'un tour qu'on retrouve sur cette magnifique carte. Donc là vous n'y comprenez rien, c'est du charabia parce que c'est plein d'icônes, mais vous verrez c'est très intéressant. Je vous simule un tour. Ici, mettons je me place là. On voit ici que là où je le place, il y a une sorte d'icône, c'est marqué le Midwest, donc ça va se passer au niveau de la carte dans le Midwest, donc ici, voilà, dans la zone rouge ici avec Chicago. Donc ici ça passe dans le Midwest. Ce qui se passe quand on fait ça, on le voit sur l'iconographie, c'est qu'en fait on voit des meeples qui reviennent. En fait ce qui se passe quand vous activez le Midwest, tous les joueurs qui ont une présence ici en termes de meeple, eh vont pouvoir les récupérer. Quand vous les récupérez, vous activez des bonus, des gains, notamment
par rapport à votre placement sur cette piste-là, vous allez pouvoir faire avancer durant la partie. Donc là, par exemple, si je suis le joueur jaune, je peux récupérer 1 à 2 meeples. Comme je récupère au moins 1, je vais récupérer déjà le gain par rapport à mon avancée. Ici, mon avancée, elle me dit que ce gain-là est de 2, donc je vais gagner 2 sous en récupérant 1. Évidemment, si j'en récupère 2, bah, je le fais 2 fois. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs et de les récupérer. C'est un multiplicateur. Et en plus de ça, vous aurez des bonus liés à votre plateau personnel. Donc je t'invite à faire une parenthèse ici. Vous avez une petite mécanique très sympa où vous aurez des sortes de languettes. Ça, ce sont vos projets dans les différentes villes que vous allez développer. L'habitation, les banques, les commerces, les industries. Ça doit être les monuments. Enfin bref, voilà, il y a plein de secteurs différents. Et en fait, ces languettes-là, bah, en fait, c'est avec de la recherche qu'on va pouvoir les faire avancer. Alors les faire avancer, c'est bien, mais le seul truc, c'est que ça va juste vous permettre d'ajouter des jetons. Donc en fait, à chaque fois que vous décalez d'un cran, vous allez avancer des jetons. Mais le truc, c'est pas d'ajouter des jetons. L'idée, c'est de pouvoir payer ensuite un coût en ressources pour pouvoir placer ce jeton dans une ville qui peut accueillir de l'industrie. Ici, de l'industrie. Mais après, ça peut être des commerces ou justement des habitations. Je fais la petite parenthèse, du coup, je reviens maintenant à mon explication. Lorsque du coup, on récupère des meeples, on a aussi des gains par rapport à ce qui est visible ici. D'où l'intérêt de vite virer des jetons, parce que ça vous donne plus d'icônes visibles et donc plus de gains. Exemple ici, quand je récupère un meeple, au moins un meeple, je vais gagner une ressource, 2 d'argent, 2 d'argent, 1 d'argent. Donc plus je développe et j'ouvre mes languettes, plus j'obtiens de possibilités de placement de jetons, et plus je place de jetons, plus j'ai de gains quand je récupère des meeples. Là déjà, dans votre cerveau, ça commence un petit peu à bouillir, je le sens, mais c'est normal, c'est Carnegie. Donc, ce qui va se passer quand on fait ce genre de choses, donc je récupère les meeples, je peux gagner entre autres des ressources en fonction du placement. Une fois que j'ai fait ça, par rapport à l'icône qui est là, on réalise l'action, comme je disais, principale. Je fais un exemple ici, on fait cette action-là. Cette action-là, elle renvoie à vos bâtiments qui ont la même icône. Donc ici, je peux faire l'une des deux options en fonction du nombre de bonhommes que j'ai là. Par exemple, là, bah, jusqu'à 2 fois, parce que j'ai 2 bonhommes, je peux soit gagner 3 d'argent ou une ressource, soit envoyer un meeple dans un secteur pour gagner 6 ou 2 ressources. Le souci, là, vous allez le comprendre, notamment par rapport à ces actions-là. Vous avez beaucoup d'actions qui vous permettent d'envoyer des meeples en fait sur le terrain. Ce sont vos ouvriers, ils sont dans les bureaux, ils travaillent, vous dites allez hop hop hop, tu travailles plus dans les bureaux, maintenant tu vas aller un petit peu dans le secteur pour voir ce qui se passe. Sauf qu'au fur et à mesure, quand vous enlevez des ouvriers, il y a moins de gens dans votre entreprise. Et donc si jamais vous envoyez trop d'ouvriers et que les joueurs vous forcent entre guillemets à ne pas les récupérer, du coup votre entreprise elle est vide et les gens ils arrivent dans des bureaux et il n'y a personne qui bosse là, en fait si, ils sont tous sur le terrain. Mais il y a un moment où les projets, il faut que les personnes reviennent pour établir les projets. Donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu, je rentre pas dans le détail dans les ressources ici, mais entre autres dans les actions, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y avait gain d'argent, gain de ressources. Les ressources vous servent justement à construire des villes, donc ça peut coûter 1 à 2 ressources en fonction du type de bâtiment que vous construisez. Si vous construisez un bâtiment, du coup vous allez prendre ce petit jeton et le placer sur un emplacement dans une ville qui a un emplacement qui correspond au jeton que vous venez de prendre par rapport à la languette. Si je l'ai pris dans une habitation, je le pose dans une habitation. Si je le pose dans une ville, dans une industrie, pardon, je dois le poser sur une industrie. Là, vous allez voir un petit côté aussi aventurier du rail. Pour marquer des points, il va falloir faire des liens entre les villes, notamment quand vous avez des chaînages comme ça. Plus vous avez de chaînages entre les villes, plus vous allez pouvoir marquer de points. De quoi je peux vous parler d'autre sur Carnegie? Oui, comment on augmente les languettes? En fait, vous avez des petites icônes ici, comme ça, des petits parchemins. Quand vous avez une valeur ici, en fait, c'est votre valeur de recherche. Et cette valeur de recherche, vous pouvez la dépenser pour, ici, avancer dans les languettes. Donc là, par exemple, ça me coûterait 3 pour avancer. Donc hop, j'avance, je mets un jeton dessus. Je pourrais repayer 3, puisque j'avais dit que j'avais 7. Donc hop, je continue, etc. Et là, du coup, je développe le projet. Alors en fait, je développe le projet. Après, il faut le réaliser. L'autre manière de dépenser aussi de la recherche, c'est dans ces 4 pistes-là, qui correspondent aux 4 secteurs de l'Amérique, où en fait, vous allez pouvoir progresser. Et donc, plus vous progressez en payant de la recherche indiquée juste au-dessus, quand je vous dis que l'iconographie, elle était ultra léchée, c'est exactement ça, parce qu'à chaque fois qu'on a une question, le plateau vous le indique clairement. Plus j'avance, plus je vais avoir des gains intéressants. Et notamment quand j'arrive ici, il ne peut y avoir qu'un seul jeton qui peut se mettre ici. Donc le premier arrivé, premier servi, il va récupérer 10 points. Et lorsqu'il récupère un ou plusieurs meeples, il va gagner 2 points par meeple récupéré. Donc vous voyez que là déjà, il commence à y avoir du gros combo. Autre particularité, c'est que dans les événements, donc ici, je vous avais indiqué par rapport aux couleurs quels sont les meeples qu'on va récupérer dans tel quartier. Ensuite, ce qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle des donations. Et oui, il y a des fois des événements, un joueur va poser ça là, il va dire « Ok tout le monde, maintenant on va faire une donation ». La donation, ça se passe ici. Au début de la partie, vous n'avez rien. Personne n'a rien ici. Et en fait, ce sont des objectifs que vous allez placer durant la partie. Donc c'est hyper malin parce que premier arrivé, premier servi. Et donc du coup, au fur et à mesure, vous allez pouvoir marquer des points, soit en début, soit en fin de partie. Ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez un coût. La première donation coûte 5, puis 10, puis 15, puis 20. Donc plus vous allez donner, plus vous allez devoir donner pour pouvoir vous placer où vous le souhaitez.
Lorsque je dépense, par exemple, sur ma première donation, le premier jour, il dit, bah là, il y a une donation, moi je paye 5 et je me place, par exemple, ici. Ici, ça me dit que du coup, je marquerai 3 points de victoire pour chaque projet qui aurait été établi de ce secteur-là. Et ensuite, un autre joueur pourrait dire, moi aussi, je vais payer 5 parce que j'ai de l'argent, et je me mets ici. Pour chaque ville qui sera dans le sud, et du coup, je marquerai 2 points, et ainsi de suite. Et ça, c'est hyper malin, parce que votre tempo dans la partie, il change complètement. C'est-à-dire qu'au début d'une partie, on peut très bien se lancer à fond dans les donations, et du coup, les joueurs savent où est-ce qu'on va marquer des points, donc ils vont nous empêcher de le faire. Ou alors, c'est vraiment à la fin de la partie, on regarde ce qu'on a fait, et on se dit, ok, je peux avoir des points là, donc je vais le mettre là, je peux avoir des points là, donc je vais le mettre là, etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais j'essaie vraiment de vous le montrer de manière assez claire et concise. C'est pas forcément très évident, parce qu'en fait, tout est imbriqué, comme je le disais. Les différentes actions, j'en ai pas parlé non plus dans le détail, mais en gros, vous avez du déplacement d'ouvriers qui est hyper important pour gérer justement les emplacements dans votre plateau personnel. Vous avez la recherche qui va être très intéressante, parce qu'elle vous permet de développer des projets. Mais il faut aussi récupérer des ressources pour que ces projets soient réalisés, parce que c'est bien de l'avoir mis sur papier, mais après il faut qu'il y ait des gens qui construisent le bâtiment. Donc c'est un jeu au final avec une excellente rejouabilité. C'est un jeu qui fonctionne très très bien à deux. Moi j'y ai joué à deux et en fait c'est ultra simple. Vous avez une mise en place qui vous dit le joueur, tel joueur fictif, il va bloquer tel emplacement. Et donc du coup au début dans la mise en place, on bloque des emplacements et on dit voilà, l'emplacement c'est fait, il les a bloqués, maintenant on peut jouer. Ça va très très vite parce que comme Terraforming Mars en fait, ou dans Race for the Galaxy, vous choisissez une action, vous faites l'action, l'autre joueur fait la même, et ainsi de suite. À deux ça tourne très vite, ça tourne très bien, c'est très efficace, moi je vous le conseille vraiment à deux. Et après à partir de 3 et à 4 joueurs, ça va commencer un peu à avoir un peu plus de lourdeur parce que les tours vont être assez longs. Des fois vous avez vraiment des joueurs qui choisissent une action parce qu'ils savent que ça les intéresse, et que les autres joueurs, de toute façon, ils ont aucun personnel dans la recherche. Donc ils auront beau choisir cette action-là, du coup les autres joueurs ils feront rien parce qu'il n'y a aucun personnel, ils n'ont pas prévu suffisamment par rapport à l'action. Donc c'est pour ça qu'à la fois dans Carnegie, il faut être partout et en même temps vous ne pourrez pas être partout parce que du coup il faut gérer son personnel au mieux. Voilà, j'espère que cette présentation de Carnegie vous a bien plu. Ça a l'air trop cool, moi je vais y jouer. Ouais, on essaiera d'y jouer, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Enfin, intéressez-vous-y à Carnegie. Je pense que c'est vraiment un jeu qui mérite d'avoir des lumières, notamment sur cet aspect expert, parce que souvent on parle de gros jeux experts. Donc il y avait Ark Nova notamment dont on a parlé. Hop là, est-ce qu'on n'aurait pas les 2 jeux experts de l'année? Peut-être. Après, c'est pas forcément que Carnegie peut vous plaire, mais moi je trouve qu'il est fluide, très clair, très bien édité. Non mais juste ça, cet encart-là, il a quand même pris le temps de dire, regardez pour les chaînages, combien ça vous vaut de points, en fonction de certains critères évidemment, mais là on vous rappelle sur la carte où sont placés les chaînages dans chaque zone. Enfin, c'est vraiment léché, c'est aux petits oignons le jeu expert. Et je ne pense pas que la version non Kickstarter soit du coup complètement bâclée, au contraire au niveau de Non, elle est très belle, Franchement, il n'y a pas de problème. Elle est très jolie. C'est juste la Kickstarter qui est hors norme, et la version boutique est juste elle est très correcte, et le plateau est magnifique. C'est le même plateau de toute manière. Oui, tout à fait. Voilà, et j'espère que cette petite présentation vous a plu. Maintenant on va passer au JDR. C'est les chaussettes. Actu JDR. Tu filmes là? D'accord. Oui, il fait chaud dans la boutique. Et vous voyez pas que j'ai pas de chaussures. Alors du coup, je mets pas de chaussures et je suis bien. Donc, actualité JDR, bonjour. Bonjour. J'adore cette actu JDR, c'est génial. Commence avec Mutant and Masterminds, un jeu de rôle pour faire des super-héros. Oui, enfin, en français. Alors, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu Hexagon Universe, qui est très bien. Il y a eu Icons, qui est très bien aussi. Désormais, il y a Mutants and Masterminds. Alors, on est sur du gros volume, contrairement aux 2 que j'ai cités précédemment. Vous allez créer votre propre super-héros et vous allez sauver la veuve et l'orphelin et combattre des super méchants avec des pouvoirs. Nous avons le manuel. Le manuel, évidemment, c'est le livre de règles. Comment on joue, comment est-ce qu'on fait pour créer son super-héros, pour lui donner des super pouvoirs, et bien sûr on va essayer de lui trouver une super histoire pour qu'il soit passé de simple mortel à super-héros, ou peut-être qu'il vient d'une autre planète et que c'est un extraterrestre. Bref, les grands classiques qu'on va pouvoir trouver dans du jeu de rôle super-héroïque. On va également avoir ce volume là qui s'appelle Freedom City, puisque c'est là où se passent les aventures de Mutants and Masterminds. C'est une grande ville un peu random, pensez Gotham par exemple, mais en moins dark, plutôt de jour, et donc c'est un cadre de campagne. Ça va vous aider à créer vos propres aventures, à mettre vos propres méchants, etc. Bref, c'est la boîte à outils du MJ, tout simplement. On va avoir, évidemment, le recueil de scénarios indispensable, 3 scénarios dans celui-ci. Plutôt costaud, alors le volume est pas très épais, mais 3 aventures assez costauds. Il y a marqué au dos pour des personnages
de puissance 10. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais à mon avis, c'est plutôt pour du débutant, parce qu'en général, quand on a des petits recueils de scénarios comme ceci, eh bien c'est plutôt pour des personnages débutants, histoire que tout le monde se fasse la main sur le jeu. Alors, filme mes chaussettes. Elles sont blanches avec des taches noires, en plus elles sont infernales. Bref, et pour terminer, le kit du meneur de jeu. Kit du meneur de jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'écran, et ça veut dire des petits, comment ça s'appelle, des petites fiches de suivi sur lesquelles on peut écrire avec un marqueur effaçable pour savoir, eh bien, qui va jouer dans quel ordre d'initiative, qui a combien de points de vie, etc. etc. C'est toujours très pratique quand on est MJ d'avoir ça sous la main. Bref, voilà, Mutant Masterminds arrive en grande pompe. Voilà, la gamme est quasiment complète. J'ai autre chose à vous montrer. C'est bon, t'as fini avec mes chaussettes? On a reçu Epic Encounters. Epic Encounters, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, ici, il y a ce petit icône qui nous dit 5E compatible. Ça veut dire quoi 5E compatible? Eh bien, ça veut dire que c'est compatible avec la 5e édition de quoi? De Donjons et Dragons. En fait, là-dedans, vous allez trouver tout un tas de figurines pour vos parties de Donjons et Dragons. Alors, vous me demandez beaucoup à la boutique des figurines pour faire vos personnages joueurs. Je n'en ai pas dans l'immédiat à vous proposer. Ne vous inquiétez pas, on planche sur le sujet. Non, là par contre, ça va être des figurines de monstres, du Stromon, bien dégueulasse, bien méchant. Et bien ici, on va avoir le labyrinthe du gobelin tsar, ou du tsar gobelin plutôt. Donc on va avoir une foultitude de gobelins, d'araignées géantes et autres créatures réjouissantes. Un plateau de jeu, il va y avoir une aventure qui vous est proposée. Alors attention, c'est de la VO, ce n'est pas en français. Là, les joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sur de la VO peuvent quand même se procurer le matériel et utiliser le plateau et les figurines. Ça sera pas de trop dans une partie de Donjons et Dragons d'avoir plein de figurines de gobelins, ça fait toujours plaisir. Et puis joueurs de VO, là vous allez être très heureux. Alors là, je vous ai présenté le labyrinthe du tsar gobelin, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que si vous voulez toujours plus de gobelins, il y a le Village of the Goblin Chief. Hop là, toujours plus de gobelins. On est plus sur du pot verte, des marécages là-dessus, hein, du classique. On va avoir Shrine of the Kobold Queen. Du kobold? Il faut du kobold quand on fait du JDR, quand on fait du Donjon et Dragon. Moi je mets toujours des kobolds, je les aime bien. Je les aime bien, puis j'aime bien quand mes joueurs ils cognent dessus aussi. Et puis bien sûr, il y a quoi dans un donjon d'indispensable? Il y a des squelettes. On peut pas faire un donjon s'il n'y a pas de squelette, enfin, évidemment. Et donc toujours une aventure différente à chaque fois à incorporer dans vos campagnes et scénarios de Donjons et Dragons. C'est infernal, c'est infernal. Hop là. Et pour terminer, cette grosse boîte, elle était cachée dessous, c'est la grosse boîte donc de l'Âge des Ténèbres Warhammer Horus Heresy, donc c'est pour Warhammer 40 000, et en gros dedans il y a plein de Space Marine, et de livres de règles, et de gabarits, bref, en fait tout ce qu'il faut pour jouer, c'est plutôt cool. Les dés aussi, est-ce que les dés sont fournis? Oui, les dés sont fournis, et voilà, si on a envie de jouer des Space Marine, je pense que c'est une boîte qui est plutôt bien adaptée, avec des gros gens géants, avec des gros fusils et des gros tanks. Alors, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué à Warhammer, j'aime bien le wargame, et quand je vois ce genre de choses, ça donnerait presque envie de s'y remettre, mais non, parce que je viens de craquer pour les Stark. Eh oui, malheureux, il a craqué pour les Stark. C'est encore, je vous le dis, je vous saoule avec, mais là, il reste plus que 2 jours, aujourd'hui et demain. Et c'est les 2 jours restants pour foncer encore sur l'opération Trône de Fer. Donc sur une boîte de base, moins 30 €, sur l'achat de 3 extensions, donc les petites boîtes que Alice vous filmera tout à l'heure. Donc voilà ici, l'achat de 3 boîtes d'extensions, moins 30 € aussi, donc n'hésitez pas, il vous reste 2 jours. Il faut y aller, c'est maintenant, parce qu'après vous allez dire, ah mais les moins 30 €, ils marchent. Non, ils marchent plus après, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est très intéressant. Il y avait une petite chose, si vous voulez préciser Alice, c'était en termes de figurines, il y a l'extension pour Zombicide, la seconde édition rééditée. Donc c'est Washington DC. Et toi, tu peux me préciser plein de choses dessus, je crois. Alors plein, attention, je ne l'ai pas encore joué. Mais on va sauver le président, entre autres. Mais en gros, ouais, vous allez avoir des nouveaux survivants, avec évidemment leurs fiches, etc. Mais aussi, eh bien, tout va se passer dans les environs de la Maison Blanche. Et vous allez essayer de vous infiltrer dans la Maison Blanche pour sauver Monsieur le Président. Voilà, donc 6 nouveaux personnages et une campagne. Très bien, cool, hein. C'est parfait comme extension. On va rester dans les extensions de jeux assez experts au final, mais là on change d'univers, on passe de zombies au, comment on appelle ça, chasseur de primes. C'est l'extension de Bordure Extérieure, le fameux jeu, un petit peu jeu de rôle en fait, où vous jouez justement les chasseurs de primes. Donc vous jouez sur la bordure extérieure, vous allez faire des contrats, vous allez négocier avec des gens, faire des rencontres, parfois vous allez pouvoir capturer des gens et parfois vous allez plutôt les enrôler dans votre équipage. Ici, ça va vous rajouter pléthore de matériel, donc des nouvelles cartes de rencontre, des nouveaux personnages. Vous allez avoir de nouveaux vaisseaux, de nouvelles
capacités ou du moins de nouveaux mécanismes pour débloquer vos vaisseaux et les améliorer. Vous aurez de nouveaux contrats également. Donc c'est du nouveau matériel. On n'a pas forcément de mécanique supplémentaire. Oui, ce personnage-là, oui. Elle me fait penser à quelqu'un. Oui, elle est dans les Le Rogue One Star Wars 7, 8, 9. Ça va bien se passer, Alex. Il n'y a que 3 Star Wars. Bon, il y en a 6 si vous voulez, mais je ne tolère que les 3 premiers. Donc là, vous aurez pléthore de matériel pour agrémenter vos parties de bordure extérieure. Si vous ne connaissez pas bordure extérieure, intéressez-vous-y parce que c'est très très bien. Si vous voulez en plus amener vos joueurs sur du JDR, par exemple de Star Wars, c'est parfait. En plus, on joue les meilleurs, c'est les chasseurs de primes. N'oubliez pas, votez Lannister et on se retrouve de l'autre côté. Et non, on se retrouve pas tout de suite derrière le comptoir, on va d'abord continuer dans la figurine parce qu'on a reçu du Star Wars Légion. Et en Star Wars Légion, on a reçu du coup Gar Saxon. Je ne sais pas du tout dans quoi je l'ai eu celui-là. Gar Saxon, ça doit être dans Clone Wars parce que moi j'ai pas trop suivi. Même dans toutes les séries qui se font, ça va trop loin dans Star Wars, moi j'ai un peu lâché. Mais Gar Saxon il est là. Là vous avez des boîtes, notamment avec les hommes d'humains de Soleil Noir. Pareil, je trouve la confrérie très cool, mais j'ai pas plus vu d'informations que ça sur le Soleil Noir. Je sais pas trop comment ils jouent, comment ils sont dans l'univers. Mais en tout cas, ils sont très stylés, ils ont des très beaux costumes. Là, vous avez les gars fantassins du syndicat, Pike. Pareil, je trouve qu'ils ont des gueules assez cool, mais je les connais pas assez. Je pense que là, ils sont vraiment partis dans le Clone Wars Universe, que je ne suis pas trop. Mais en tout cas, ils sont disponibles à la boutique, ainsi que, là, je connais un peu plus quand même, les super commandos mandaloriens. Ils ont la classe, j'aime beaucoup les armures mandaloriens, ça défonce. Ils volent. Oui, ils volent, t'as vu, ils ont des jetpacks. Et ensuite la grosse boîte, bien sûr, derrière, ici, le collectif de l'ombre. Collectif de l'ombre avec des magnifiques figurines et un Dark Maul, mais absolument génial. Puis, waouh, ces poses sont juste magnifiques, je les adore. Très très beau ça, collectif de l'ombre, c'est vraiment un ensemble de 3 boîtes qu'on a vues. C'est fantastique, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était pour les arrivages de Star Wars Légion. Que t'avais oublié. Non, j'ai rien oublié du tout. Bien sûr que non. Allez, derrière le comptoir. J'aimerais bien vous dire que j'assume, mais en fait pas du tout. Mais c'est pas grave, on va continuer. Derrière le comptoir, on va pouvoir trouver quoi? Derrière le comptoir, on va pouvoir trouver Break the Cube. Break the Cube, c'est dans la même veine, c'est la suite, peut-on dire, de Break the Code. À part que, eh bien, là, au lieu de simplement que ça soit un code numérique, eh bien, ça va être un bloc, donc une forme en 3 dimensions, et que vous allez former de petites pièces qui sont elles-mêmes en 3 dimensions. Pensez pièces de Tetris, mais pensez pièces de Tetris en 3 dimensions. Cette forme, vous allez, eh bien, du coup, la cacher derrière un paravent, et hop là, comme ceci, vous allez la cacher derrière un paravent. Votre adversaire ou vos adversaires vont faire de même. Le but du jeu, ça va être de retrouver, eh bien, la forme des autres joueurs, et pour ça, eh bien, vous allez poser des questions aux autres joueurs. Alors, parmi une liste de questions, et oui, c'est très réglementé, et eh bien, vous allez en déduire comment vous allez placer telle ou telle pièce et essayer de reproduire leur cube pour breaker leur cube. Voilà donc pour Break the Cube. Il y a également, derrière le comptoir, le nouveau Magic. Ce n'est pas du Magic standard, ce n'est pas du Magic sortie classique, non, c'est un Magic version Commander. Mais il y a du bundle, mais il y a des commandeurs tout faits, du coup ça paraît évident. Il y a également des boosters. Donc forcément, c'est une édition qui coûte plus cher que d'habitude, oui, parce que eh bien, dedans il y a un niveau de rareté qui est un petit peu supérieur et surtout des cartes bien spécifiques. Bref, ça s'adresse à un public quand même relativement joueur, connaisseur de Magic, et on retourne dans l'univers Donjons et Dragons ou dans le multivers Donjons et Dragons, ça dépend. Mais là on est quand même dans l'univers Baldur's Gate, puisque c'est le nom de la série, en tout cas c'est le nom de ce bloc là. Je vous ai pas montré tous les commandeurs, mais il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'il y en a 5, tous tricolores. Et il y a du dragon. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui cherchent du dragon, parce que le commandeur dragon, c'est trop cool. Et bien, si vous ne le saviez pas, mais à mon avis, si vous faites du commandeur dragon, vous êtes au courant, il y a un commandeur dragon. Si vous n'en avez pas et que vous trouvez ça cool, et bien c'est le bon moment pour s'y mettre. Voilà donc pour ce commandeur Baldur's Gate. On a également du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! On a les duellistes légendaires, des petits boosters, comme ceci. Et on a également un deck de structure qui s'appelle Rio Assaut Cyber. Ils sont fatigués. Hein, ils sont soft. Hein. Voilà, mais ces derniers temps, ils font dans la sobriété. On retrouve quand même un certain code, certains mots-clés qui reviennent souvent. Hop là, et il n'y a pas que du Yu-Gi-Oh! Il y a du Pokémon. Il y a du Pokémon comme ceci. Il y a du Pokémon comme ceci.
Et il y a du Pokémon comme ceci, oui, le coffret dresseur d'élite, la Elite Trainer Box. Et on va voir ce nouveau format, enfin moi je le connaissais pas ce format, c'est un coffret 25 ans, c'est un coffre au trésor, voilà. Et puis pour terminer, bien sûr, toujours le gros coffret V-Star comme ceci, avec la carte géante, des boosters à l'intérieur. Et donc là, c'est un coffret H-sécateur V-Star. Je ne le connaissais pas, je connaissais un sécateur, je suppose que c'est son grand frère. Voilà donc pour le Pokémon. Mais est-ce que j'aurais tout dit? Est-ce qu'on arriverait à la fin de cette vidéo? J'ai l'impression. Cette vidéo n'est pas tout à fait terminée, puisque là, elle va se poursuivre. Vous allez pouvoir nous retrouver pour un focus sur Perfect Shot. À de suite. Hey, je suis là pour vous présenter Perfect Shot, qui est une future sortie de chez Matago. Alors attention, c'est du proto, hein, vraiment. On sait pas quand ça va sortir. On a juste eu la chance de pouvoir y jouer. Donc voilà, pour remercier Matago de cette belle exclue, et ben on en parle parce que on comprend leur enthousiasme pour ce jeu. Hein. Ça va être, je pense, un bon hit pour les familles. Super simple à prendre en main, très agréable, très fluide. Voilà, c'est à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs pour 20 minutes de partie. À 2 personnes, on a fait 10 minutes quoi. Enfin vraiment, c'est très facile à sortir. Le matos c'est cool même pour un proto. Dans Perfect Shot, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme le dit le titre en anglais, on va essayer de faire les plus belles photos possibles. On va avoir une boîte ici avec 3 types de paysages qu'on va aussi retrouver dans des cartes avec des trous ici. Et en fait, ces trous-là, ça va être nos objectifs de caméra et on va essayer de les placer sur le plateau pour essayer d'entourer ou en tout cas de voir, de distinguer des petits animaux à travers ces petits trous. Alors, c'est un jeu de repères dans l'espace, sauf que vous n'avez pas le droit de faire comme moi souvent je fais, de faire ça, de vérifier, vous pouvez pas. Alors des fois je fais ça et déjà on me gronde, alors voilà, faut essayer de jauger comme ça à la tête. Et il y a des fois où vous allez vous dire, ok, celui-là, cet animal, je vais l'avoir, mais dans son entièreté. Et vous pouvez l'annoncer et dire Perfect Shot. Vous pouvez le faire que 2 fois dans la partie, c'est un petit pari avec vous-même. Vous prenez un petit jeton comme ça, et vous allez dire, ok, Perfect Shot, hop, est-ce que je l'ai en entier mon animal dans mon objectif? Non. Vous le voyez pas, mais non, pas du tout. J'ai raté mon Perfect Shot, je ne gagne pas les 2 petits points que m'aurait rapporté cette photo. Par contre, si j'avais réussi, c'était cool, je gagnais le petit point. Quoi qu'il en soit, que vous ayez dit Perfect Shot, que vous n'ayez pas dit, ou alors que vous n'ayez pas réussi à faire, à juste entourer un peu l'animal, eh bien, vous allez quand même pouvoir gagner un petit jeton qui correspond à l'animal photographié. Donc là, j'ai réussi à avoir la moitié de la tête du morse. Hop, je prends une photo d'un morse. Je suis quand même récompensée. C'est un petit jeu familial. Je le garde devant moi. Ça, c'est ce qui va faire des points à la fin de la partie. Mais ça ne fera des points que si je récupère des albums. Les petits albums, vous allez pouvoir placer vos photos dessus et ils vous rapporteront des points en fonction de certains critères. Ça dépend des albums, vous allez tirer au hasard. Par exemple, celui-ci, c'est si vous arrivez à mettre 3 animaux de la même espèce, vous aurez 3 points. Il y en a, c'est différent, etc., etc. Donc votre tour, c'est très simple. Soit vous essayez de faire une photo, soit vous prenez un petit album. Un de ceux visibles ou vous prenez le risque de prendre le cachet. À voir ce que ça fait. Il y a une petite espèce qui est très étrange dans ce jeu, c'est le Yeti. Le Yetiti. Le Yetiti, il se balade sur les paysages. Et si vous arrivez à le prendre en photo, donc comme le reste des animaux, que ce soit même son petit doigt qui dépasse, si vous avez réussi à l'avoir, eh bien vous allez piocher dans cette pile ici, qui est la pile des Yetis et qui est face cachée. Hop, vous révélez un morceau de Yeti et c'est que des morceaux. Vous n'arriverez jamais à prendre un Yeti en entier, sauf si vous arrivez à assembler 2 moitiés. Mais comme c'est du hasard, ça se peut que vous vous retrouviez toujours avec la moitié droite du Yeti qui vous dit coucou, dans la partie gauche. Le Yeti en lui-même ne va pas vous rapporter plus de points que ça, sauf si vous avez des albums qui vous bonifient les points des Yetis. Voilà, sinon ils ne servent pas à grand chose. Ils vont vous donner des points comme les autres animaux du moment qu'ils sont mis sur les albums. Et donc une fin de partie, c'est dès qu'on aura fini la pioche de photographie qui est plus ou moins grande en fonction du nombre de joueurs. Et c'est ça qui fait que le temps de jeu s'adapte très bien au nombre de joueurs.
Voilà, donc à la fin, on va juste compter eh bien, combien de photos on a qui sont positionnées sur des albums. Ensuite, on va compter les points si on a réussi à respecter les conditions des albums. On va gagner 2 points par perfect shot qu'on aura réussi. Et voilà. C'est hyper simple. Trop simple. Trop accessible. Trop familial. Trop bien. Vraiment, moi, je trouve qu'ils ont très bien réussi leur alignement. En plus, ils ont changé leur logo. Non, vraiment, bravo pour Perfect Shot. Pour un jeu vraiment familial et accessible, il est très bien calculé, très bien équilibré. Moi, je dis bravo et je pense que ça va être un bon hit pour les familles cet été ou ce Noël, ça dépend de quand ça sort. Merci Matago.